Bon, je vais laisser la parole à Jacques Puiset, qui va conclure la journée. Dans un instant, peut-être quelques mots. Non, je crois que tu as des choses à dire, que les gens attendent quelques mots tout à l'heure, peut-être, si tu en es d'accord. Donc c'est bien difficile de résumer une journée aussi riche. Moi, qui ne suis pas œnologue on dit, hein, je crois d'ailleurs, vous le savez. Mais j'ai appris évidemment beaucoup de choses. J'ai découvert beaucoup de techniques que j'ignorais. J'ai eu beaucoup de surprises à l'heure des ateliers. Bonne surprise à l'heure du déjeuner, parce que ces 5 chenins qu'on nous a fait déguster étaient vraiment magnifiques et montrent que ce cépage est d'une richesse, d'une adaptabilité, d'une variété et surtout d'une générosité extraordinaire, et que il est dommage, ce que je pense depuis très longtemps et que j'ai écrit depuis très longtemps, qu'il y ait dans ce Val-de-Loire tant de belles au bois dormant, tant de vins, tant de terroirs méconnus du monde entier. Alors il y a des vins, heureusement, qui se vendent, qui s'exportent, mais il y a quand même, c'est une des régions les plus variées sur le plan de la viticulture, avec des vins qui, en plus, je trouve, s'harmonisent magnifiquement bien avec les cuisines du monde. Le marché asiatique, qui est quand même un marché de plus en plus demandeur, est aujourd'hui un peu en décalage, puisque pour des raisons purement culturelles, de couleur et d'esthétique, les Chinois préfèrent le vin rouge, et que leur cuisine va plutôt mieux avec les vins blancs. Donc je trouve dommage et en particulier, je trouve que les vins de Loire iraient très bien, secs, moelleux, liquoreux, iraient très bien avec des plats chinois. Mais pour ceux d'entre vous qui ont fréquenté la Chine, maintenant c'est la grande mode dans les banquets chinois de faire tourner du vin. On en sert un tout petit peu au fond du verre, mais c'est presque toujours du vin rouge. La Chine est devenue le premier consommateur de vin rouge au monde, et souvent ce sont des vins qui s'harmonisent, je trouve, très mal avec leur cuisine, alors que ce qu'on a bu à midi, ou des vins à base de Sauvignon, ou d'autres cépages ligériens, sont des vins admirables, mais il faut arriver à les faire connaître, il faut arriver à les vendre. De même, je pense, là, parce que je vois nos amis géorgiens ici, que les vins de Géorgie, ce qu'on a pu déguster tout à l'heure, sont des vins tout à fait passionnants aussi dans le mariage avec les gastronomies du monde. La Géorgie, pour ceux d'entre vous qui connaissent ce pays, a une gastronomie absolument merveilleuse, avec des plats rustiques et des produits de terroir extraordinaires. Et le vin accompagne magnifiquement ces produits, mais je pense que ce sont des vins aussi, ceux que produit la Géorgie, qui pourraient s'harmoniser avec des cuisines extrêmes orientales. Il suffit d'ouvrir les frontières, et surtout il suffit d'éveiller la curiosité. Donc il m'est arrivé un jour de conclure une assemblée générale du syndicat des charcutiers traiteurs français. Et avant de conclure cette assemblée générale, j'ai eu à écouter les rapports moraux, financiers, etc. de l'association, enfin du syndicat, et c'était à pleurer, tellement les gens étaient tristes de voir que la consommation de charcuterie baisse en France. Et donc il m'est venu à l'idée de leur dire, mais bon sang, allez en Chine. Allez en Chine. Les Chinois, beaucoup plus que les Français, pensent que dans le cochon tout est bon. Donc vendez-leur vos rillettes, vos andouillettes, vos jambons, etc. Parce que s'ils y prennent goût, comme ils ont pris goût au vin rouge, eh bien, imaginez chaque Chinois qui mange une andouillette, même par an, ça fait quand même 1,3 milliard d'andouillettes. Je pense que ça peut sauver la filière. Donc vos vins de Loire sont des vins qui ont un grand avenir, mais il faut les faire connaître. Et aujourd'hui, vous êtes un tout petit peu... il vous manque le prince charmant, c'est-à-dire pour réveiller la belle au bois dormant, qui est le vignoble, le grand vignoble ligérien, qui a une très longue histoire, qui a des cépages magnifiques et qui a su s'adapter aux différents marchés de consommation, à l'évolution des climats aussi. On n'a pas beaucoup parlé aujourd'hui, un tout petit peu, mais pas beaucoup parlé des changements climatiques. Ça a été évoqué une fois ou deux. Mais n'oubliez pas que vous avez, vous, Ligériens, emprunté à des régions extérieures des vins qui résistaient bien au froid du petit âge glaciaire. Je pense en particulier au melon de Bourgogne, qui donne le muscadet, et qui est un vin qui a connu un grand développement au XVIIe siècle, au moment où le climat était si froid qu'aucun autre cépage ne pouvait pousser dans ces régions de l'ouest du Val-de-Loire. Donc il y a une vieille tradition d'innovation, d'adaptation, d'invention, et il faut continuer à la faire vivre. Et ce que je dis pour la Loire, puisque là toute la France est représentée, est vrai pour tous les vignobles, que les vignerons français, qui ont su dans beaucoup de régions s'adapter aux différentes conditions de marché, etc., et qui aujourd'hui, quand même,
s'en sortent mieux qu'il y a 50 ans. Songez quand même aux manifestations qu'il y avait en Languedoc. Il y a toujours des vignerons qui tirent le diable par la queue, mais il y en a quand même beaucoup qui ont su, à force de talent, à force d'imagination, et à force, et je reviens à ce que je disais ce matin sur Roger Dion, à force de volonté de conquérir des marchés, s'améliorer, changer la donne et finalement s'en sortir bien sur le plan économique, produire des vins qui aujourd'hui sont des vins séduisants et qui s'exportent. Mais il y a encore beaucoup de travail à faire, et votre rôle à vous, énologue, est évidemment de stimuler l'imagination. Alors moi personnellement, je suis moins sensible sans doute que vous qui êtes au cœur de ces métiers à toutes les techniques magiques qui viennent d'être évoquées, en particulier cet après-midi, mais aussi un peu au cours des différents ateliers. Bon, c'est vrai que je ne vais pas me relever la nuit pour boire les boissons aromatisées à base de vin, surtout compte tenu des échantillons qu'on nous a fait déguster et qui étaient quand même légèrement terrifiants. En plus, je crois qu'il n'y avait pas de crachoir sur les tables, donc c'était quand même une expérience assez difficile. Bon, on a le droit de dire tout ce qu'on veut ici, hein, il n'y a pas de problème. Donc c'est vrai que les vins mouillés, désalcoolisés, etc., bon, je ne sais pas si j'ai goûté le vin témoin, le vin de base, je ne sais plus comment vous l'appelez, le vin témoin, pour l'atelier de désalcoolisation. Bon, ça ne m'a pas ébloui fantastiquement qu'il soit vin témoin, vin désalcoolisé par osmose, par mouillage, tout ce qu'on veut. Bon, il y a d'autres vins que je préfère et qui n'ont subi aucun traitement et que peut-être quand même, mais peut-être je vais dire une ânerie et que je vais me faire siffler comme ce matin. Alors vive l'Angleterre d'abord, comme ça vous pouvez siffler, et puis après non, vous dire que si on peut faire arriver, là je cite Jacques, si on peut arriver à faire des vins qui est, comme tu as dit tout à l'heure, à l'heure du déjeuner, la gueule de l'endroit et la tripe du vigneron, sans qu'on ait trop besoin d'ajouter de trucs, d'enlever de machins, de les faire passer par des quantités d'appareils compliqués, qui évidemment représentent des entreprises derrière. J'ai bien conscience que tout ce qu'on a vu, que vous avez montré, c'est des entreprises, c'est de l'emploi, c'est de l'exportation. Peut-être que c'est quand même pas si mal que ça si on a un vin aussi naturel que possible. Je ne suis pas un fan du vin nature avec toutes sortes de guillemets et des labels de toutes sortes. Bon, c'est très bien, chacun fait ce qu'il veut comme il peut. Le principal, c'est quand même le plaisir que l'on a à boire le vin. Et je pense que s'il ressemble le plus possible à la terre qui l'a produit, au raisin, à la vigne qui a produit le raisin, c'est quand même pas plus mal. Alors ce matin, on a... Donc, mais ça n'engage que moi, et je vais évidemment, j'évite en toute chose dans le domaine du vin, parce que je suis d'une certaine manière très ignorant, réellement, je ne le dis pas par fausse modestie, que peut-être certaines techniques complexes peuvent améliorer les choses. Sur l'eau, par exemple, je suis très sensible au fait que si on arrive à dépenser moins d'eau, à rejeter moins d'eau polluée, tout ça est très bien, évidemment. Donc là, il n'y a aucun problème, et même si ce sont des engins compliqués et chers, parce que l'eau est devenue aujourd'hui un bien précieux. Je pense que ça va aussi, que dans 50 ans, ce sera du passé, à condition qu'on résolve la question énergétique, puisqu'on aura tous les moyens, si l'énergie est devenue bon marché, de dessaler de l'eau de mer. Mais de toute façon, il y aura toujours la question de l'eau usée, de l'eau polluée, qu'il faut éviter de rejeter n'importe comment dans la nature. Alors ce matin, on a appris des choses passionnantes. Moi, là aussi, en tant que géographe, par Fabrice Rodoy, sur la France ruisselante et la France absorbante. J'ai été fasciné par ces expressions. Je n'avais jamais entendu cette expression, c'est quand même très poétique, hein, comme vision de la géographie de la France. C'était en plus présenté de manière pédagogique. J'avoue que Martine ne faisait pas partie de mes lectures habituelles, mais que je vais essayer d'acquérir quelques volumes pour compléter ma culture. En tout cas, ce qui est certain, c'est que dans les vignobles, certes, il y a sans doute des vignobles dans la France ruisselante et des vignobles dans la France absorbante, mais je trouve qu'en matière de vin, il y a confusion, parce que les régions qui produisent beaucoup de vin
absorbe aussi beaucoup de vin, et j'ai cru comprendre que le Val-de-Loire, depuis Rabelais, est une région où l'on absorbe du vin, en tout cas la vigne en produit, mais les vignerons et leurs amis en absorbent également beaucoup, donc la frontière entre France ruisselante et France absorbante n'est pas si nette que ça dans le Val-de-Loire, comme dans la plupart des régions viticoles françaises. L'intervention de Nicolas Bernard sur l'irrigation était tout à fait passionnante aussi, et j'ai trouvé beaucoup d'équilibre dans sa présentation du rapport de la vigne à l'eau, quand il a bien expliqué qu'il en fallait au fond ni trop ni trop peu, que bien sûr quand il y en a trop peu on peut toujours irriguer, quand il y en a trop on peut toujours drainer, éviter, mais enfin c'est quand même mieux si l'on plante la vigne dans une région où la vigne n'a pas trop à souffrir, et il a très bien expliqué que les grands millésimes, les grands vins, sont liés à une contrainte hydrique modérée, mais une petite contrainte quand même. Et donc ça m'a fait penser à mon métier qui est celui de... Je suis toujours, même si je suis émérite, de l'éducation nationale, et au fond, il faut une légère contrainte pour arriver à faire produire aux enfants, aux élèves, à nos étudiants, faire donner le meilleur d'eux-mêmes. S'il n'y a pas de petites contraintes, pas hydriques, mais orthographiques, arithmétiques, etc., il n'y a pas de très très bons résultats. Et donc l'exigence me paraît essentielle. Donc petite contrainte aussi, y compris sur le plan législatif, sur le plan technique, et je ne suis pas pour des lois tatillonnes qui interdisent tout, qui surveillent tout, qui contrôlent tout, mais qu'on empêche un certain nombre de pratiques dans le domaine de la viticulture me paraît sage, mais aussi qu'on libère à certains moments, ça c'est un tout petit peu hors sujet par rapport au rapport du vin à l'eau, mais qu'on libère de temps en temps les imaginations. Justement, les changements, à la fois climatiques, mais les changements de marché, font qu'on va sûrement être obligé, comme on l'a toujours fait au cours de l'histoire viticole, de sortir du train-train de ce que l'INAO a sans doute très bien fait, d'inscrire dans la loi dans les années 30, en 1935-36, les usages locaux, loyaux et constants. Donc les usages locaux, très bien, sauf qu'il y a un moment où on a le droit d'emprunter un usage à côté, et puis qu'il ne soit pas traditionnel n'est pas très grave. Loyaux, certainement, et c'est pour ça que les techniques qu'on a évoquées cet après-midi, je trouve que le consommateur a le droit de savoir ce qu'il a dans la bouteille, et que si on utilise ces techniques, quand c'est autorisé, vous n'avez pas très bien dit cet après-midi ce qui était légal, pas légal, je ne suis pas très, très au courant. Il y a sûrement plein de choses qui sont pas tout à fait autorisées, qui sont quand même peut-être pratiquées, ce que je ne sais pas, parce que vous avez fait, mais vous connaissez, puisque c'est votre métier, mais le consommateur que je suis, il ne sait pas très bien tout ça. Et peut-être que ce serait utile d'en parler et de dire clairement, voilà, on le fait parce que c'est autorisé, parce que c'est bon pour le produit, parce que ça va vous donner un meilleur produit dans votre verre. Et je trouve qu'il ne faut pas entretenir le secret autour de tout ça. De même sur les produits qu'on utilise dans la viticulture, dans la vinification, je pense qu'un peu de clarté, un peu d'honnêteté et d'explication, de pédagogie me paraît nécessaire. Votre métier d'énologue, c'est aussi, me semble-t-il, d'être pédagogue. Donc quand je dis qu'il va falloir sans doute évoluer, c'est que les marchés mondiaux sont en pleine évolution, la concurrence est très très forte, qu'il y a de plus en plus d'amateurs éclairés de bons vins dans le monde. Il y a encore, mais je trouve qu'on a tort de trop insister là-dessus, des amateurs qui boivent un peu n'importe quoi ou qui boivent de l'étiquette. Mais demain, dans 10 ans, dans 20 ans, dans 30 ans, il y aura des milliards, et je dis bien des milliards, de consommateurs de plus en plus éclairés partout dans le monde, et curieux de boire tous les vins. Nous sommes dans un pays ultra chauvin, qui est persuadé de bien connaître le vin, parce que nous avons une longue tradition de viticulture de haute qualité, avec des vins prodigieux, qui sont connus et qui s'exportent magnifiquement pour les grands vins. Mais les Français eux-mêmes ne boivent que les vins de France, majoritairement, et en gros que les vins de leur région, dans la plupart des régions. Allez faire boire en Bourgogne un Château Chalon ou un Arbois savagnin, les gens vont faire la grimace.
En plus, on a forcé les régions à se marier. Maintenant, c'est Bourgogne-Franche-Comté. Ils sont horrifiés, les pauvres bourguignons, d'être obligés de boire du Château Chalon. Bon, parce qu'on manque de curiosité, on manque de culture, on manque de connaissances sur le vin, mais on est, comme sur la gastronomie, mais on est persuadé qu'on est les meilleurs. Je parle là, pas pour vous, bien sûr, je parle des consommateurs qui sont, au fond, peu curieux par rapport à nos voisins qui ont la malchance de ne pas être toujours de grands producteurs, comme les Belges, par exemple, mais qui sont, y compris dans des milieux de classe moyenne, extrêmement curieux, extrêmement connaisseurs. Allez en Angleterre, vous savez très bien qu'il y a des magasins, des marchands de vins où on trouve des vins remarquables. Allez au Québec, pour ceux qui connaissent le Québec depuis longtemps, la SAQ, la Société des alcools du Québec, il y a encore 40 ans, 30-40 ans, c'était une espèce de... ça ressemblait à des pharmacies soviétiques où on vous vendait derrière une grille une bouteille enveloppée dans un papier journal pour ne pas montrer que c'était de l'alcool, et on ne parlait surtout pas de vin puisqu'on était là dans un système qui datait de la prohibition. Aujourd'hui, les magasins de la SAQ sont des magasins où les vins du monde entier sont magnifiquement présentés, sont expliqués, où vous avez des fiches, où vous pouvez suivre des cours, où on apprend aux jeunes à boire pour ne pas tomber dans l'alcoolisme, on apprend aux jeunes, et ce sont des gens qui ont fait un énorme effort d'ouverture et qui sont persuadés que le vin est avant tout une boisson culturelle, est avant tout une boisson de plaisir, de partage, de culture, et qui, quand on le boit avec modération, ce qui est le cas de tous, comme j'ai pu le remarquer à midi, eh bien, on est, apparemment ce sera le cas ce soir, du moins jusque vers 10h30, 11h, c'est ça, si j'ai bien compris. On m'a dit de prévoir un taxi vers 4h du matin pour rentrer chez moi, mais qui sont le meilleur rempart contre l'alcoolisme. Boire du vin avec modération, en sachant ce qu'on boit, en y prenant du plaisir, en parlant, sans avoir des trémolos dans la voix et des grands mots. Mais ça, c'est vraiment le cœur de la civilisation française, et c'est ça que nous devons transmettre au monde entier. Quand le repas gastronomique français a été classé au patrimoine de l'UNESCO, on a mis dans le dossier beaucoup d'éléments sur le vin. Il va y avoir ici à Tours une cité de la gastronomie. Merci à la municipalité, merci à Emmanuel Hervé qui nous a adressé la parole tout à l'heure. Ce projet est magnifique parce qu'il va dans le sens du partage de ce que la France a de mieux en elle, dans sa culture, et qui va permettre de sortir aussi de notre maladie de langueur, de notre pessimisme permanent, de nos nuits debout, etc. C'est le vin qui est le vrai remède à la neurasthénie française. C'est en tout cas ce que je crois très très profondément. Donc, vous, œnologues, vous avez un rôle majeur à jouer dans ce domaine, dans le Val-de-Loire en particulier, parce que évidemment, quand on est œnologue, comme il y en a sûrement certains parmi vous, en Médoc ou dans la Côte de Nuit, on traite des produits qui s'achètent avec, il faut quand même une bonne carte, un bon compte en banque pour pouvoir s'offrir ces produits. Et c'est très bien, heureusement que ces produits existent. Et loin de moi l'idée de critiquer le fait que ces vins soient chers. Ils sont chers pour des raisons bien particulières qui tiennent à l'énorme investissement qui a été fait depuis des siècles dans ces vignobles, au prix du foncier qui a monté peut-être par spéculation, peu importe, mais en tout cas c'est comme ça, donc on ne pourra jamais mettre un Château Latour sur la table à 10 €. Donc c'est comme ça. Le tout c'est d'apprendre aux gens, mais il y en a qui le savent dans le monde, le plaisir que l'on peut trouver dans un grand vin. Et vous savez, c'est comme en matière de musique, en matière d'art de toutes sortes, la différence entre l'excellent et le super excellent, elle peut ne pas être très très grande. La marche peut ne pas être très très grande, mais elle est très difficile à monter, la dernière marche. C'est comme entre un bon concert et un concert d'un musicien éblouissant qui va faire pleurer la salle, qui va la faire se lever, etc. Ou pour ceux qui aiment le sport, pour un très grand tennisman ou un très grand footballeur, il y a un moment où les gens qui connaissent et qui savent ce que ça représente retiennent leur souffle et disent quel grand moment on a vécu. Certes, le billet pour assister au concert, pour assister au match nous a coûté très 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 cher, comme la bouteille que je viens d'évoquer, mais le plaisir est absolument incroyable. Même si, ce qui est malheureusement mon cas, compte tenu de la manière dont la France paye ses fonctionnaires, il faut que je le dise quand même, même si je recherche plutôt des vins qui me donnent un grand plaisir et qui sont de ce que j'appelle, c'est pas une belle expression, mais d'un bon rapport qualité-prix, où je me dis, tiens, j'ai trouvé ce vin-là, je peux vous en donner une liste, j'ai trouvé ce vin-là qui rentre dans mes moyens et qui me donne un plaisir fou.
et de même, je suis très 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 en colère si par hasard il m'arrive de sortir ma carte de crédit et de dépenser une bouteille de vin avec une étiquette prestigieuse et que je suis déçu dans le verre. Et ça, c'est quelque chose qui est le pire. Le pire pour la viticulture française, c'est lorsque les producteurs n'ont pas l'honnêteté, je vais aller jusqu'au bout, ma pensée, de retirer le vin du marché. Alors, vous savez que Yquem, 7 fois au cours du XXe siècle, n'a pas sorti de bouteille parce que les propriétaires, donc la famille de Lursalus à l'époque, a jugé que pour ce millésime-là, ce n'était pas digne d'Yquem. Et donc, retirer du marché, évidemment, c'est une perte, une grosse perte financière, mais je trouve que ça, c'est du panache, et ça, c'est ça la très grande qualité. On ne doit mettre derrière une étiquette que quelque chose qui mérite, ou, au pire, quelque chose qui est mieux que l'étiquette. C'est-à-dire, les gens s'attendent à trouver un petit vin, je parlais tout à l'heure du muscadet, quelqu'un s'attend au muscadet, c'est pas grand-chose, c'est juste le vin pour la soif, avec on gobe une huître avec, et puis ça va très bien. Et quand vous tombez sur un grand muscadet d'un grand vigneron, et d'un grand millésime, et que vous êtes baba, ça c'est formidable. Et pourtant, ça vous a coûté 10, 12 euros. Et c'est une expérience bouleversante qui est encore possible aujourd'hui, dans plein de vignobles. Bon. Voilà. Mais ce sera de plus en plus possible grâce à vous, énologues, grâce aux vignerons éclairés avec lesquels vous travaillez, et grâce, je reviens à Roger Dion, grâce à des gens que nous devons, et ça fait partie de ma mission aussi, que nous devons éduquer, qui sont les consommateurs. Les consommateurs ne demandent qu'à apprendre, ne demandent qu'à être éduqués, mais il faut une pédagogie intelligente. Heureusement, la loi Evin a un tout petit peu, pas beaucoup, mais un tout petit peu changé. Elle est un tout petit peu moins sévère depuis l'automne dernier. Donc on peut commencer à parler des terroirs, à parler de paysages liés au vin, etc., même si on ne peut pas faire de la publicité directe autour du vin, ça me paraît très important que cette loi évolue encore dans le bon sens et qu'on parle réellement de l'intérêt qu'il y a à éduquer au vin toute la société française et mondiale, parce qu'on fera la paix grâce au vin. Le meilleur rempart contre Daesh, c'est une bouteille de très bon vin. Merci de votre attention. Bon, chers amis, après Jean-Robert Pitt, il n'y a rien à dire. Il vous a tracé le chemin, le plaisir. Rendez-vous compte que vous avez un métier qui conduit au plaisir. Il n'y en a pas beaucoup. La seule chose que je crois qu'il faut se souvenir dans ce métier, c'est que nous sommes dans la pérennité. La vigne se plante et sa durée est à peu près celle d'un homme. Et le vin de la vigne jeune n'est pas celui de la vigne âgée. Donc déjà, ça nous donne une dimension. On est dans la pérennité. Deuxièmement, le vin est élaboré. Élaboré pour la seule raison, c'est que ce sont l'ensemble des constituants du vin qui vont se retrouver au fond du verre. Ce n'est pas un produit fabriqué. La bière est fabriquée parce que l'eau vient du robinet. Le vin est élaboré parce que l'eau vient du grain de raisin. C'est peut-être ce qui fait que dans nos métiers, on n'est pas réservé, on a tout, on essaie tout. La preuve. Un congrès comme ceci montre à quel point on veut être dans le courant et prendre ce qui peut aider. Mais ce qui peut aider à aller vers cette impalpable justesse. C'est ça. C'est que ce qu'il y a au fond du verre, on peut mesurer des choses, mais le sensoriel, on ne peut pas le mesurer. Et j'ai eu la chance, par le vin, d'aller vers le goût. Alors, vous savez que le goût n'existe pas. Le goût d'un vin, n'existe pas. Vous ne pouvez pas vendre le goût d'un vin. Vous pouvez vendre un vin qui a une notoriété, etc. Mais le goût,
il appartient à chacun. Ça veut dire que pour que le goût existe, tout à l'heure on a goûté des vins, pour qu'ils existent, il faut que vous le regardiez, et déjà rien qu'en le regardant, vous allez dire, mais tiens, t'es jeune, mais tu dois avoir une dizaine d'années, ou 15 ans, ou 30 ans, ou plus, ou tu viens de telle et telle région. Regardez tout à l'heure les vins de Géorgie, la robe de ces vins, vous voyez bien qu'on n'était pas sous des climats de notre hexagone. Ensuite, vous allez le flairer. Vous allez le flairer. Alors, il y a le premier, le deuxième, ça prend du temps. Et puis, à ce moment-là, vous acceptez que le vin pénètre en vous. On n'a pas appelé ça n'importe comment, on a appelé ça un palais. C'est pas un cabanon. Donc, autour de ces tables, ce que nous étions tout à l'heure, il y avait un ensemble de palais, et chacun est son palais. Chacun est fait de ses acquis. Ceux qui avalent sans goûter n'auront jamais de palais. Ce sont vos acquis qui permettront d'accueillir l'ensemble sensoriel du paysage sensoriel que vous offre le vin. Tout cela, ça passe dans votre cerveau, vous connaissez la musique, mais les signaux, les descripteurs, comme nous parlait Chassin tout à l'heure, arrivent un par un. C'est-à-dire que ce soit les stimulations, sur le palais, c'est un bombardement, vous avez des stimulations gustatives, vous avez des stimulations thermiques, vous avez des stimulations trigumales, vous avez des stimulations olfactives. En fraction de seconde, vous avez tout ça qui vient en vous, qui vous est offert. Et ils vont être analysés, entre guillemets, dans votre mémoire, et vous allez donc les décoder. Et en fonction de tout cela, à condition qu'il n'y ait pas quelqu'un qui, à côté de vous, vous demande l'heure, ou il vous dise « il va pleuvoir », c'est-à-dire que vous soyez pollué dans cet acte de goûter, vous allez avoir un paysage sensoriel qui va se former en vous, et ce paysage, vous allez le rendre et faire revivre le vin par le verbe. Pas compliqué. C'est pas compliqué. Ça veut dire que si vous ne faites pas revivre le vin par le verbe, il n'existe pas. Et je peux vous dire que je me suis occupé des terroirs d'appellation d'origine, etc. Toutes les orientations des territoires d'origine ont été uniquement placées sur le sensoriel et la mémoire. Donc, vous êtes des gardiens de mémoire. C'est pour ça que l'énologie, qui est une science, c'est pas une discipline, qui va chercher dans les, je ne sais plus combien on a maintenant, je crois plus de 800 disciplines de dispensées, hein, mais c'est une dimension intradisciplinaire. On va chercher à droite, à gauche, ce dont on a besoin pour continuer. Et vous êtes les gardiens de cette science qui est ouverte, mais qui reste tout de même toujours dans cette dimension de pérennité et du sensoriel. Et Jean-Robert Pitt a rappelé tout à l'heure la gastronomie, il est exact que la finalité du vin, c'est de rencontrer l'assiette. J'ai eu la chance d'avoir des cuisiniers, parce que moi, ma théorie, c'est ça, je fais faire la cuisine pour le vin. On gagne du temps. Autrement, il faut courir après, vous dire tel, tout ça. Donc, et nous avons eu des cuisiniers à Tours, on avait Bardet, à Paris, on a du Tournier, mais on a eu surtout Sandrins, qui pendant plus d'un quart de siècle, tous ces plats, je peux vous assurer que tous ces plats ont été faits pour le verre de vin. C'est-à-dire qu'à ce moment-là, le vin est source de création. C'est-à-dire que le cuisinier, je me souviens, on avait fait son canard apicius pour le bagnouls d'André Parcé, mais à bout d'un certain temps, ce bagnouls, il n'y en avait plus. Donc, il fallait prendre un autre lot, voisin, mais un autre lot. Eh bien, on goûtait l'autre lot avec Alain, et il faisait une autre recette, ou une approche de recette pour faire plaisir au vin. Voilà. Donc, l'énologie, c'est l'ouverture totale sur ce qui se présente,
la rigueur, mais je crois que c'est le grand guide que vous avez, c'est tout de même le terroir, pour un pays comme la France. Et puis, l'autre but, c'est savoir que vous êtes dans l'immatériel. Ça, on a la chance que l'UNESCO ait précisé que la gastronomie était un bien immatériel. Donc, vous êtes dans cette dimension de l'immatériel. Ça veut dire que toutes les techniques qui veulent s'introduire, qui veulent s'approcher de la technologie, ne doivent pas oublier ça. Et c'est ainsi que l'énologie se portera bien et que l'énologie française, qui, quoi qu'on en dise, est le fer de lance sur un plan mondial, continuera en faisant du vin simple, vrai et donnant du plaisir quand on le boit. Voilà. Et compliments.